Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 13. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui, ne soyez pas en retard. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne. Salut. Oui, abonnez-vous. Je suis tellement excitée, j'ai un rendez-vous romantique aujourd'hui. Oh là là, mais tu dois d'abord savoir lire l'heure. Prenez vos cahiers, vérifiez vos montres et préparez-vous à pause, écrit, répète. Ouais, cette petite mise en scène, c'est exactement l'ambiance du document qu'on explore aujourd'hui. C'est clair, on plonge dans un manuel d'apprentissage du français niveau A1, donc vraiment pour les très grands débutants. Tout à fait. La fameuse leçon 13. Voilà. Et en apparence, apprendre à donner l'heure, ça a l'air super basique, non? On pourrait croire, ouais. On s'attend juste à une liste de chiffres. Mais en fait, en décortiquant ces pages, on se rend compte que c'est un vrai manuel de survie sociale. Grave. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser comment ce guide utilise des situations catastrophiques pour enseigner la langue. Parce que, disons-le, le français déteste l'ambiguïté. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le manuel annonce la couleur dès le début, il demande une assimilation extra lente. Ce qui n'est pas genre pour prendre les apprenants de haut, c'est juste que lire l'heure dans une nouvelle langue, c'est pas juste transférer des données, c'est s'adapter à une toute nouvelle structure de pensée. Exactement. Et on commence tout de suite par cette structure. Le guide pose les bases avec du vocabulaire très ciblé, la montre, l'heure, le rendez-vous, Et le fameux concept d'être en retard. toujours. Et là, on a la question magique. Quelle heure est-il? Jusque-là, ça va. Ouais, mais c'est sur la réponse que le manuel devient intraitable. Si on te demande l'heure et que tu réponds juste, je sais pas moi, il est 8, bam, grosse croix rouge. Ah ouais, c'est l'erreur classique. Le guide est catégorique. Il faut absolument dire il est 8 heures. Et ça, en fait, ça révèle un truc fondamental sur le français. Dans d'autres langues, comme l'anglais par exemple, le contexte suffit. Tu regardes ta montre, tu dis « it's 8 » et le cerveau de l'autre complète. Ouais, on comprend tout de suite. Mais le français, lui, il exige une phrase complète. Ce que les linguistes appellent une valence syntaxique complète. Le vide est considéré comme une erreur, pas comme un raccourci. Tu sais à quoi ça me fait penser? Vas-y. Aux devises dans la finance. Si je suis à un guichet, je demande le prix d'un truc et qu'on me répond juste ça coûte 8. 8 quoi? Voilà, 8 euros, 8 dollars, 8 centimes. Ça crée un blocage cognitif direct. L'unité de mesure, c'est pas juste pour être poli, c'est la base de l'information. C'est une super analogie. L'information temporelle en français, elle doit être scellée. Et c'est pas pour être pédant, hein. C'est vraiment un dispositif de sécurité communicative. Pour éviter les malentendus. Exactement. En forçant l'étudiant à répéter le mot « heure », le manuel reprogramme ses attentes. Il lui apprend que la précision, en français, elle se vocalise, elle se devine pas. D'accord, je valide cette idée de sécurité. On verrouille avec l'unité de mesure. Mais attends, parce que cette belle rigueur mathématique, elle explose complètement quand on arrive à midi ou minuit. Ah, les fameuses exceptions. Bah oui. D'un coup, on dit plus 12 heures, on passe des chiffres à des concepts presque poétiques. C'est redoutable pour un apprenant. Son cerveau vient juste d'intégrer la règle stricte et paf, on lui demande d'utiliser des termes sonores. Midi, le soleil tout en haut. Minuit, le noir total. Et c'est là que le manuel insiste sur la prononciation extra lente. Il sait que c'est un terrain miné. Un vrai champ de mine phonétique. Parce que, physiquement parlant, la différence entre le son I de midi et le son UI de minuit, elle est minuscule. Pour une oreille non francophone, c'est presque imperceptible au début. Mais c'est fou quand on y pense. On demande à des adultes de faire une différence que leur cerveau n'est même pas câblé pour entendre. C'est ce qu'on appelle la perception catégorielle. Depuis l'enfance, notre cerveau, il filtre. Il garde les sons utiles pour notre langue maternelle et il jette le reste. Donc le son UI, pour beaucoup d'étrangers, il n'existe juste pas. Voilà. Leur cortex auditif fusionne le I et le OUI. Donc quand le guide demande de différencier midi et minuit, c'est pas juste un effort de mémoire. C'est de la gymnastique neurologique. Exactement. Il faut rouvrir une frontière auditive fermée depuis des années. Et ça transforme ces deux petits mots en piège mortel, une syllabe mal comprise, et on inverse littéralement le jour et la nuit. C'est comme couper le mauvais fil sur une bombe. C'est pour ça que le manuel sort l'artillerie lourde. Les avertissements théoriques, ça suffit pas. Ils ont créé une vraie histoire, presque une tragédie. Ah, l'histoire du manuel, c'est ma partie préférée. C'est pour ça que t'as pris le rôle de ce pauvre personnage dans l'intro. Ouais, j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance romantique.
Bon, je pose le décor. On a ce personnage, il est sur un petit nuage, il a décroché un super rendez-vous romantique. L'enjeu est énorme pour lui. Son ami dans le livre lui demande l'heure du fameux rendez-vous. Il regarde son téléphone, hyper confiant, et il dit « Le rendez-vous est à midi ». Et là, le manuel glisse un petit commentaire au lecteur. Il dit « Le français est difficile Comme dans les films d'horreur, quand la musique devient angoissante, on sait qu'il va y avoir un drame. ». C'est ça. La faille tragique ici, c'est l'interférence linguistique, le faux ami. Notre héros, avec le stress et l'excitation, il entend « midi » et son cerveau fait un raccourci direct avec l'anglais. Midi, midnight, ça se ressemble. Il croit avoir craqué le code alors qu'il court à sa perte. Et quelle perte! C'est pas un petit retard de 10 minutes, hein. L'erreur l'envoie à 12 heures d'écart. Il se retrouve au milieu de la nuit noire. Imagine la scène. 12 heures du soir, le resto est fermé, tout est sombre. Et en panique absolue, il réveille son ami au téléphone. Moi j'imagine tellement la voix désespérée. Il est 12 heures, il est minuit. Et c'est là, franchement, que j'ai un problème avec ce manuel. Parce que l'amie, quand elle comprend la boulette, elle fait quoi? Elle explose de rire. Mais genre un rire méchant, c'est pas possible. Elle se moque de lui, elle lui explique que midi c'est l'après-midi, et elle lâche un glacial « tu es très en retard ». Et lui, le pauvre, il termine par un « adieu la romance ». C'est brutal. Linguistiquement, on connaît le filtre affectif de Steven Krashen, non? Si l'apprenant a honte ou peur, le cerveau se bloque. Il n'apprend plus. Ouais, c'est vrai en théorie. Alors comment on justifie d'utiliser une humiliation pareille pour enseigner à des débutants? Ça va juste les terrifier. De l'élève en classe, de celle du personnage dans le livre. Le prof ne se moque pas de l'élève. Le manuel utilise l'apprentissage par procuration. Genre on sacrifie un personnage fictif pour la bonne cause? En gros, ouais. C'est l'effet Van Drestorff. L'éveil émotionnel, même par procuration, ça booste la mémoire. Le rire de l'ami, c'est cruel, oui, mais ça crée un contraste violent. Un traumatisme mémorable, quoi. L'étudiant qui lit ça ressent l'embarras du personnage. Il encode l'erreur de vocabulaire comme un danger de mort sociale. Je te garantis qu'il ne confondra plus jamais midi et minuit. Bon, vu comme ça, c'est vrai que c'est efficace. Machiavélique, mais efficace. On brise le cœur de ce pauvre gars pour forcer le vocabulaire dans le crâne de l'étudiant. C'est un peu ça. Mais bon, le manuel ne laisse pas l'apprenant en plein désespoir. Il lui donne les outils pour s'en sortir avec la dernière section. Le fameux jeu de l'horloge. Un nom très mignon pour un exercice militaire. C'est vrai que le mot « jeu » est un peu exagéré. C'est un exercice interactif très structuré en 4 manches. Entre nos deux personnages, d'ailleurs. Hein. Oui, et la courbe de difficulté est super bien pensée. Dans le premier round, l'ami demande comment on pose la question. Et le joueur doit répondre « Quelle heure est-il » Pas de piège, on établit juste le contact. Voilà. Au deuxième round, la pression monte. On teste la règle stricte de tout à l'heure, on donne l'heure en anglais, genre 8 o'clock, et le réflexe serait de dire « il est 8 ». Sauf qu'il faut dire « il est 8 heures ». On force le recablage. Mais c'est au troisième et quatrième round que le génie narratif frappe. Ah oui. Le round 3 réintroduit le fameux mot « midi ». L'étudiant doit l'associer à un truc positif, comme la pause déjeuner. Il est midi, tout va bien. On le met en confiance. Et paf, round 4, le coup de grâce. Le resto ferme et l'ami lâche le mot « minuit ». Et le joueur doit réagir avec la phrase de crise. « Oh non, mon rendez-vous haine, il est minuit, clac !» C'est tellement théâtral. Finir un vulgaire exercice de grammaire sur cette note dramatique, c'est pas un hasard, ça boucle la boucle. C'est de la thérapie d'exposition. Après le choc de l'histoire, on fait revivre la crise à l'apprenant, mais dans un cadre sécurisé. La règle de grammaire devient le dénouement d'une vraie intrigue. C'est fascinant de voir comment l'enseignement a évolué. C'est plus juste des listes de mots à traduire bêtement. Non, c'est vraiment de la compétence sociale. Si on résume un peu tout ça, la première grosse leçon de ce manuel, elle est structurelle. Le français demande une phrase mathématiquement complète. Oublier le mot « heure », c'est briser le protocole. L'information doit être verrouillée. Et la deuxième leçon, c'est la vigilance auditive. Ces mots, midi et minuit, c'est la limite extrême de la précision. Une micro-variation sonore qui sépare le jour de la nuit. C'est fou quand on y pense. Maîtriser ça, c'est littéralement maîtriser son intégration dans la société francophone. Sinon, tu te retrouves isolé dans le noir, comme notre héros tragique. Le vocabulaire, c'est vraiment ce qui nous relie aux autres. Ouais, on dépasse largement la grammaire pure, là. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu plus large. On a vu le danger de ces mots. Mais regardons le concept même.
En français, on n'utilise pas le système de 12 heures avec juste un AM ou un PM collé à la fin. Non, on a des mots spécifiques. Exactement. Le moment le plus lumineux et le moment le plus sombre ne sont pas des simples numéros. La langue a créé des mots puissants, uniques. Midi, le zénith, minuit, le cœur de la nuit. C'est très imagé. Je me demande à quel point ça influence la culture. Le fait de devoir nommer spécifiquement le milieu du jour, est-ce que ça participe au côté un peu sacré de la pause déjeuner en France? Ah, c'est une super question. Et le fait de prononcer le mot minuit, ça donne tout de suite une dimension mystique, non? Ça aurait pas du tout le même impact si on disait juste « il est 12 heures de la nuit ». C'est clair que ça change notre perception du temps qui passe. Finalement, comprendre cette leçon 13, c'est réaliser que chaque mot qu'on apprend découpe et sculpte la réalité. C'est ça qui est à la fois terrifiant et magnifique quand on apprend une nouvelle langue. Je n'aurais pas dit mieux. C'était une belle conclusion. Merci Sam. Et sur ce, on va vous laisser là-dessus. Regardez votre montre. Quelle heure est-il? Est-il midi? Est-il minuit? Êtes-vous en retard? Donnez-nous l'heure dans les commentaires. À bientôt. Au revoir.